Merci à tous pour votre temps. Tout de suite, la question qui nous réunit tous ici, au plan personnel, au plan humain, quel est l'impact de cette crise mondiale sanitaire qui pourrait alimenter de manière significative votre réflexion pour les prochaines années? En clair, quel est l'aspect de la crise qui vous aura le plus marqué? On commence par vous, Bachir, que je crois confiné à New York. Oui, bonjour René, bonjour chers amis. Il est bon que dans la question que vous posez, vous fassiez la différence entre, d'une part, le côté événement de la chose. Nous vivons un événement absolument sans précédent, un moment historique dont nous ne prendrons pleinement la mesure qu'avec le recul, après qu'on sera sorti depuis très longtemps de cette phase de pandémie. Mais à côté de l'événement, ou plutôt de l'autre côté, il y a la manière dont personnellement nous vivons les choses. Qu'est-ce que signifie pour un humain aujourd'hui, à cette date-ci, de vivre un événement de cette ampleur, un événement historique comme celui-ci? C'est une expérience existentielle absolument sans précédent. Et j'utilise à dessein ce terme chargé philosophiquement d'existentiel, parce qu'en fait, je crois que c'est justement la philosophie existentialiste qui nous indique le mieux ce qu'il faut penser de la signification de cet événement. Autrement dit, ce à quoi je réfléchissais tous ces jours-ci, dans ces jours de confinement, c'était à cette expérience décrite par beaucoup de philosophes d'une perte de familiarité des choses les plus familières. Autrement dit, nous faisons l'expérience d'une réalité qui n'est plus la même, tout en étant la même. Le bien connu n'est plus connu, et ce qui était familier perd absolument sa familiarité. Nous avons tous à l'esprit un certain nombre de pages de philosophie existentialiste où précisément c'est cette expérience-là qui est traduite, le moment où le monde bien connu, brutalement, donne l'impression de nous faire perdre pied, et ce que nous croyons connaître, nous découvrons que nous ne connaissions pas, et ce qui était familier perd sa familiarité. Et c'est le principe du cauchemar, c'est le principe même du cauchemar. Alors, et c'est le principe de ce que l'on appelle, si je devais résumer en un seul mot, la manière dont je vis personnellement cette crise, ce mot serait le mot d'aliénation. Aliénation, très techniquement, c'est le moment où les choses nous deviennent totalement étrangères et ce qui nous semblait être le plus familier devient étranger. Le monde dans lequel nous vivons nous devient autre. Nous sommes aliénés vis-à-vis de la réalité qui était la nôtre. Et pour être concret ici et ne pas être simplement dans la montgolfière philosophique, je vais vous donner un exemple précis. Le quartier où je vis est un quartier qui est à côté de Central Park. Et Central Park était un lieu où les gens de mon quartier aiment se promener. Et brutalement, Central Park a été envahi à un moment donné par toutes ces tentes montées par les militaires et certains volontaires des organisations caritatives chrétiennes pour accueillir le flot de patients que les hôpitaux ne pouvaient plus accueillir. Brutalement, un paysage aussi bien connu, aussi bien familier à tous les New-Yorkais et en particulier les habitants de Manhattan comme Central Park, devenait un lieu qui semblait arriver depuis un film décrivant une situation militaire, parce que seulement dans des situations de guerre, voyons-nous comme ça des tentes montées à la hâte avec des médecins qui sont en train de soigner des patients. Alors, pour conclure très rapidement, qu'est-ce que cela va signifier? C'est la question que vous posez aussi. Qu'est-ce que cela va signifier pour moi concrètement dans le travail qui est le mien? Je n'ai pas le temps d'indiquer exactement la nature de mon travail, mais disons que les concepts qui sont au cœur de ce que j'essaye de faire sont les concepts d'humanisme, des concepts d'universalité, ce que j'appelle avec le philosophe Merleau-Ponty une universalité latérale, une universalité de négociation, de sentiment que nous habitons tous ensemble une terre dont la fragilité nous a été révélée et dont il faut que nous nous occupions ensemble en faisant humanité ensemble et en faisant en sorte d'humaniser la terre.
Eh bien, les concepts qui sont les concepts autour desquels mon travail tourne vont rester évidemment les mêmes dans le monde d'après-Covid. Mais je crois que ces concepts-là auront acquis dans mon travail une profondeur et une signification nouvelle parce que ces concepts auront été vus par moi à la lumière crue que la crise a posée sur la réflexion philosophique. Boubacar Bouba Diop, comment vous répondrez à la question? Bachir parle de réalité qui se transforme, qui apparaît comme, de fiction qui apparaît comme une réalité tout d'un coup. Vous, comment vous vivez ce moment? J'ai deux approches. L'investissement d'abord vis-à-vis du temps. Cette crise a posé des problèmes très sérieux. L'investissement dans le temps très ancien, parce qu'il s'agit des calamités. L'histoire de l'humanité face aux calamités. Il y a l'investissement par rapport au temps présent, quand nous vivons ça, et aussi nos projections pour ce qui est du futur. Ça, c'est le premier aspect. Donc, le temps. Alors, pour ce qui est du temps très ancien, eh ben, il y a la rationalité et l'obscurantisme. On a pensé que c'était la première fois, c'était des sanctions divines, des choses comme ça. Il fallait montrer que l'humanité en a connu et que, ma foi, il faut garder la raison. Pour ce qui est du temps présent, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup bougé. Donc, le temps présent a été bien utilisé. Jamais de ma vie, je n'ai pas eu autant de temps pour régler un certain nombre de problèmes à la maison. Alors, il y a maintenant les projections. Il y a un futur qui est clair et un futur qui n'est pas clair. Le futur clair, c'est la défaite du néolibéralisme, le capitalisme qui a détruit cette humanité. Alors là, c'est clair que ceux qui semblent en être tirés, ils ne sont pas emprunts dans ce capitalisme sauvage. Voilà pour ce qui est maintenant du temps. Maintenant, pour ce qui est des thématiques, il y a beaucoup de thématiques qui nous ont interpellés. D'abord, la mondialisation, aujourd'hui, dans ses dimensions économiques, politiques, les hégémonies, la gouvernance, tout est posé aujourd'hui. Les problèmes de communication, de santé, de transport, etc. La mondialisation dans ces états aujourd'hui. On n'a jamais vu une crise aussi bien répandue dans le temps et dans l'espace. Deuxième thématique, les droits économiques, sociaux, les droits spirituels, les droits d'expression, de mobilité se sont posés. Les droits spirituels, les droits religieux. On a eu beaucoup de questions et je pense que la semaine prochaine, ici à Dakar, nos collègues juristes vont poser ces problèmes-là. Cette question, troisième question importante, c'est les sciences et les techniques. La recherche fondamentale, la recherche appliquée. Voilà des questions qui sont posées. Ce débat a traversé tous les continents, nos différents pays. Et aujourd'hui, je crois que Penda est là, tout un mouvement pour soutenir ceux qui pensent à la pharmacopée africaine autocentrée. Ces débats-là sont posés. Et enfin, il y a les rapports entre les individus et les groupes. Les individus et leurs familles, nos rapports dans la société. Voilà, à mon avis, des questions extrêmement intéressantes qui sont posées et qu'il faudra aborder dans les jours à venir et de manière approfondie. Je pense qu'il y a une chance que l'Afrique a eue et il faudra exploiter cette chance-là. Je crois que beaucoup de remises en cause sont connues et ces questions-là, nous, il faudrait qu'on en tire des leçons pour avancer et non plus se lamenter. Je crois que c'est ça la grande leçon. Donc, merci. Voilà un gros. Merci Bouba, en tant qu'historien. Donc, tout votre propos tourne autour du rapport au temps. On n'est pas surpris. Alors, Didier Awadi, vous êtes musicien, vous êtes un artiste très connu au pays et dans le reste du continent. Comment vous vivez un peu ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez qui va vous marquer le plus? Ce que je retiens, c'est qu'on a tous accepté, surtout nous autres Africains, de mondialiser la peur. Covid ne fait pas mieux que la malaria. Et pourtant, qu'en Amérique tous, on dit, voilà, on a la tuberculose. On nous impose une peur.
on nous impose de ne pas travailler et on ne va pas travailler. Moi, je pense qu'il faut, c'est un moment pour déconstruire tout ce qu'on veut nous imposer comme ça. Et je dis, la maladie existe. Et je dis qu'on ne doit pas succomber à la peur parce qu'on nous a dit qu'il faut avoir peur. C'est à nous-mêmes de définir pourquoi on a peur, comment on a peur et qu'est-ce qui fait qu'on a peur. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on va nous imposer cette peur qu'on va faire exactement ce que le maître a dit de faire. Il faut aujourd'hui qu'on trouve nos propres remèdes, nos propres solutions. Sur le plan de la santé, essayer nos propres solutions. Mais on n'ose même pas les essayer tant qu'on n'a pas une validation blanche. Je ne veux pas que ce soit mal compris. Je ne dis pas que la maladie n'existe pas, qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux. Je suis le premier à dire aux gens, respectons les gestes barrières. Mais je dis, il faut qu'on aille travailler. Il faut qu'on aille travailler. Pourquoi on ne va pas travailler? Si on a l'occasion, nous qui sommes les moins impactés, de rétablir un gap, on doit y aller. Mais sérieusement, et montrer qu'on n'est pas un continent où il n'y a que des tragédies. Il y a des victoires. Voilà. Ça nous amène aussi à la question de repenser notre indépendance. Est-ce que nous assumons notre indépendance? Si on veut assumer notre indépendance, soyons autosuffisants alimentairement, c'est-à-dire allons cultiver ce qu'on mange, produire ce qu'on consomme, consommer ce qu'on produit. Voilà. Et ça, on peut le faire. On n'a pas besoin de validation occidentale. Merci, Didier. C'est un appel au rejet du mimétisme de la peur mondialisée, formule intéressante au demeurant, je trouve. Ousmane Blondin, vous êtes connu pour toutes vos productions intellectuelles depuis des décennies au Sénégal, pour votre engagement politique et citoyen. Ousmane, c'est à vous. Pour parler rapidement de comment j'ai vécu la pandémie, j'ai été, disons, très mal à l'aise avec le temps parce que le temps était borné. Je n'avais pas la liberté de mouvement que je voulais et ça m'a gêné. Surtout pendant le mois de Ramadan parce qu'il y avait des bornes qui étaient à la fois horaires et des bornes comportementales. Mais en même temps, ça m'a permis d'avoir dans mon comportement personnel de nouvelles latitudes pour regarder, relire de vieux livres, rentrer dans mes archives personnelles et essayer de m'occuper sans avoir à sortir. Et ça m'a été assez bénéfique. Et puisque j'ai eu à reprendre des lectures et à voir des choses qui j'avais vu depuis trop longtemps. Mais j'ai surtout pensé à la fois à ma propre santé, mais au problème de ceux qui n'ont pas les espaces suffisamment amples pour se séparer, avoir la distanciation physique. Et je me suis dit que le vécu de ce confinement n'est pas le même pour nous tous. Il y a des gens qui ont dû être dans des très grosses difficultés de cohabitation familiale. Il y a des gens qui ont dû avoir du mal à s'alimenter. Et j'ai beaucoup pensé à ces quartiers populaires où je crois que le confinement a posé non seulement des problèmes d'espace, mais des problèmes de cohabitation certainement très difficiles. Et puis maintenant, la troisième dimension, c'est la réflexion sur cette période que le Sénégal a traversée. J'ai toujours pensé que l'Afrique ne partageait pas le même temps que le reste du monde pour des tas de raisons qui sont des raisons historiques, conjoncturelles, géopolitiques. Dans le cas d'espèce, on était tous à la même heure face à la pandémie. Et je crois que sur le plan du comportement humain, on peut se féliciter dans l'ensemble de comment notre société a répondu et comment elle s'y est adaptée. Alors maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer de bénéfique pour le lendemain de la crise? C'est-à-dire, c'est ça qui nous intéresse, je crois, nous tous. C'est que peut-on dire? Est-ce que ça va être différent demain d'aujourd'hui? Et ça ne concerne pas que le Sénégal et l'Afrique, c'est toutes les régions du monde, tous les pays du monde qui sont interpellés par cette question. La deuxième chose, c'est comment on peut modifier le système qui n'est pas à l'origine de cette pandémie, mais le système qui nous commande, qui nous guide et qui fait que nous sommes encore dans une grande situation de dépendance vis-à-vis du reste du monde et que malgré les dispositions, les potentialités de nos économies africaines, nous sommes encore très largement dépendants. Alors, l'occasion de cette crise, ce n'est pas qu'elle va régler tous les problèmes en un seul coup de main, mais c'est qu'elle a été un choc, je crois, dans les consciences, un choc de questionnement, je pense, et surtout un choc d'incertitude pour beaucoup, y compris pour la partie riche du monde, parce que tout le monde a été vulnérable à un moment ou à un autre de la crise. Je crois que nous avons intérêt, aussi bien les décideurs que les gens de la société civile, que les hommes politiques d'opposition et toutes les forces vives de l'Afrique, à nous interroger, comme nous le faisons à partir de ce débat d'aujourd'hui, sur comment faire en sorte que nous sortions bénéficiaires de cette crise et qu'elle nous permette d'avoir un rebond qui soit un rebond définitif dans le temps.
ce temps qui est un temps particulier en ce moment. Voilà un peu les premières réflexions que j'ai. J'ai des pistes de réflexion qui sont déjà un peu plus claires, mais on en parlera dans la seconde partie, sur comment on peut répondre à la crise sanitaire à travers le mécanisme des Nations Unies qui semble avoir des défaillances, et puis comment on peut parler de la dette africaine dans cette dimension-là. Choc de questionnement sur notre dépendance politique. Merci Ousmane. Le suivant, c'est Elgaz. Elgaz, je vous imagine confiné à Paris, c'est à vous. Oui, c'est au sud de Paris, à Malakoff précisément. Alors moi, c'est en tant que chercheur, voilà, en tant que sociologue et adepte aussi du temps long de Brodel, que j'envisage de réfléchir à cette question. Donc du coup, je me garderai de faire des réflexions comme ça sur l'événement, comme l'a dit Souleymane Bachir Diagne, parce qu'il faut laisser le temps, voilà, voir comment ça se passe pour essayer après de pouvoir tirer des conclusions. Par contre, niveau personnel, ce qui m'a frappé dès le début, c'était le confinement de Wuhan en Chine. Les images m'avaient terriblement marqué, des rues où il n'y avait personne, où il n'y avait pas un chat. Et je me suis amusé un peu à remonter le fil des confinements qu'on a connus dans l'année. Et je me suis retrouvé curieusement en Afrique, au nord de l'Afrique, particulièrement en Libye, où il y a eu des populations vulnérables qui étaient confinées, c'est-à-dire les migrants. J'ai vu aussi autour du lac Tchad des populations sinistrées qui étaient aussi confinées. Et je me suis dit donc en fait que le confinement n'était pas finalement quelque chose qui surgit, c'est une familiarité pour beaucoup de gens. Et donc, j'ai développé une empathie anticipée pour tous les gens qui étaient vulnérables, qui étaient voilà, en bout de chaîne, sur qui voilà, s'abattra sans doute la conséquence majeure de cette pandémie. J'ai entendu beaucoup de gens signer voilà, l'acte de décès du néolibéralisme, du capitalisme. Alors, si on s'intéresse aussi au temps long, c'est une critique qui est très, très vieille, hein, la critique du capitalisme, du néolibéralisme, de l'hégémonie occidentale et puis du mimétisme. On en a aussi parlé dans la conversation. Alors, je pense qu'il faut essayer pour une fois que l'Afrique semble, en tout cas, c'est ce qui ressort en tout cas de l'apparente forme dans la manière de combattre la maladie, pour une fois essayer de faire émerger une parole de l'Afrique, mais aussi une vision de l'Afrique du monde. Voilà, c'est ce que je n'ai pas assez observé, parce que dans le mimétisme tel qu'on l'a vu, les gestes barrières, voilà, des sociétés, on va dire, des sociétés au profil démographique très, très singulier, des sociétés aussi marquées par l'informel, il ne m'a pas semblé entendre une voix assez forte de l'Afrique émerger pour pouvoir proposer une solution. Et je pense que ça, c'est là où un peu le bas blesse depuis très, très longtemps. C'est la tâche à laquelle doivent être occupés, je crois, beaucoup d'intellectuels. Comprendre que l'horizon de sortie de crise nous reprolongera dans nos malheurs domestiques, qui, en l'occurrence, semblent beaucoup plus importants, beaucoup plus tueurs, beaucoup plus porteurs de problèmes de destruction pour nos sociétés. Donc, je pense que le curseur ne doit pas être voilà, focalisé uniquement sur la pandémie du coronavirus. Il faut regarder les problèmes domestiques africains, parce que la crise ne crée pas les problèmes. La crise ne fait que les exacerber. La crise creuse les problèmes qui sont déjà existants, et c'est sur ce front-là où il me semble la réflexion a été jusqu'à présent, sinon molle, réactive et parfois voilà, subordonnée à ce que fait, pour schématiser, l'Occident. Alors, pour terminer, moi, je pense que la pensée, la réflexion, l'écriture, l'entreprise intellectuelle de manière générale n'est pas une question, je veux dire, d'événement ou une question de contexte. C'est un temps long, c'est une réflexion constante, c'est une lucidité perpétuelle, et c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir être dans l'anticipation. Et nous n'avons rien anticipé. C'est pourquoi le désordre et le basculement anthropologique, comme le dirait un historien dont le nom m'échappe, voilà, le basculement anthropologique qu'on semble vivre actuellement est déjà la vie de beaucoup de gens dans le monde. Donc, il faut essayer d'éclater le spectre pour voir assez clairement que le Covid, finalement,
passera, une fois qu'il sera passé, nous reviendrons aux problèmes domestiques africains. Et eux, pour le coup, ont une grande longévité et semblent de moins en moins avoir des solutions. Je pense que si on arrive à articuler une réflexion, voilà, qui s'émancipe du temps angoissant du Covid pour pouvoir porter la réflexion sur ces questions-là, nous aurons sans doute marqué un point. Un tout dernier mot sur la question un peu du libéralisme de manière générale, parce que je pense que beaucoup d'analyses, beaucoup de tribunes, voilà, se sont attelées à dire que le libéralisme, c'était le mal. Bon, ça, c'est un vieux constat, je veux dire, c'est un vieux constat qui régit le monde depuis très, très longtemps. Et pourtant, pourquoi, à mesure où le discours antilibéral émerge, se fortifie, on semble voir en Afrique qu'il a malheureusement, je dirais, des adeptes. Il y a une certaine forme de contradiction entre ce qui est de l'ordre du discours et ce qui est de l'ordre de ce qu'on observe économiquement. Et donc, l'importance, encore une fois, je pense, de ce moment-là, c'est un moment qui nous permet, voilà, de fédérer les moments de réflexion, qui nous permet d'être ensemble, de réfléchir ensemble. Mais il faut arriver à ce que cette réflexion-là ne soit pas uniquement suscitée par l'événement, mais qu'elle soit une lame de fond, parce que nos sociétés ont encore une fois besoin d'être construites, parce que la modernité est une co-construction. L'Afrique n'est pas, je veux dire, à la remorque, elle construit son histoire, c'est nous appeler à la construire, à la réfléchir, et je pense que le Covid passera, mais restera sans doute nos problèmes domestiques, et ça, c'est très, très important d'y réfléchir. Merci Elgaz. L'émergence d'une vision, c'est peut-être une opportunité pour nous Africains dans cette période. Fatoumata Sissi Ngom, vous êtes à Paris, il me semble, vous allez nous confirmer ça. Je ne sais pas si vous êtes confiné ou pas, ou si vous êtes plus dans le déconfinement, c'est à vous. Voilà. Je suis Voilà. à Boulogne-Billancourt, donc dans le même département que Elgas. OK. Oui. Alors, c'est à votre tour. Absolument. Et je pense que je vais adopter la même approche que Souleymane Bassir Diagne et partager mes vues sur ce que m'inspire le thème d'aujourd'hui en termes d'expérience personnelle et aussi en termes de pistes de réflexion pour le futur. Alors, personnellement, j'ai beaucoup aimé le confinement. Je pense que j'ai appris à savoir avouer que, en fait, j'ai aimé être confinée. Ça a été une période de rechargement intense de mes énergies et surtout parce que je sais que c'est un moment de transition vers quelque chose de différent, vers quelque chose de meilleur parce que la crise a quand même illuminé un certain nombre d'inégalités et d'injustices de par le monde. Donc, de sorte que j'observe et j'écoute le silence du temps et le titre de votre émission est très, très évocateur et me renvoie directement en fait à l'idée d'une capsule spatio-temporelle et familiale. Et être dans cette capsule me permet toujours de regarder de l'intérieur le monde et ce regard intérieur informe considérablement ma réflexion. Et je pense que invariablement, le grand gagnant de la crise du coronavirus, c'est le temps, en fait. C'est le temps en réalité. Parce que la pandémie a mis en exergue l'importance du temps. On parle de silence du temps, on parle de pause, et finalement, c'est très, très matriciel, j'ai envie de dire, comme si le temps était quelque chose qui vivait et qui était palpable et qui subitement cristallise toutes les attentions parce que subitement, on a du temps. Donc, je pense que de cette pause temporelle, de cette sorte de vide global, de cette sorte de néant social peut surgir une nouvelle forme d'énergie et un nouvel ordre qui peut être positif pour le monde. Donc, je pense que la crise a en réalité délivré le temps, libéré le temps, qui était emprisonné par le monde, par le rythme infernal du monde. Et je pense que c'est cette délivrance qui sauvera en fait la planète, qui sauvera le climat. On a vu que quand on a été confiné, la qualité de l'air s'est considérablement améliorée.
les poissons ont recommencé à se reproduire et à nager dans les rivières. Donc, je pense que c'est extrêmement important et surtout qu'avoir du temps pour soi, du temps pour sa vie et pour sa famille, augmente le bien-être mental et physique de tout un chacun. Donc, je pense que si, en tout cas, la crise n'a pas libéré le temps aujourd'hui, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, en tout cas, il donne des pistes, des indices sur comment libérer le temps. Et donc, les pistes de réflexion qui aujourd'hui circulent dans ma tête se tournent autour du temps de vie, du temps de loisirs, du temps de créativité et du temps de travail, parce que qui dit temps dit argent. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la notion de travail et sur la notion aussi sur la pertinence de cette idée d'État-providence aussi, parce qu'on a vu que l'État a été beaucoup sollicité dans cette crise a eu un rôle de pompier pour pouvoir, par exemple, subvenir aux besoins de personnes qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir du temps. Et aussi, il y a aussi une piste de réflexion sur le digital, sur quel va être le rôle du digital dans le futur du monde qui vient. Et finalement, et je vais finir par ça, parce que quand on dit temps, on dit effet du temps, on dit écoulement du temps, et donc on pense à l'oubli. C'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment, sur l'oubli. Comment lutter contre l'oubli finalement à cause du temps qui passe, et surtout comment faire en sorte de ne pas oublier ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pour qu'on ne retourne pas justement au temps d'avant. Donc c'est vraiment ces pistes de réflexion-là qui me sont venues à l'esprit suite à votre thème très intéressant. Donc, voilà. Merci beaucoup Fatouma pour toute cette réflexion sur la capsule qui confine le temps. Belle formule. Alioune Sall Paloma, là je crois qu'on rentre dans la perspective qu'appelait de ses voeux Elgas tout à l'heure. Alioune Sall, c'est à vous. Merci René. Et à titre de contribution, je voudrais présenter 4 points que m'inspire le sujet que vous nous proposez, René. Le premier, c'est que pour beaucoup, Covid, c'est le synonyme d'un temps ralenti qui s'écoule lentement et qui est comme empesé, comme plombé par un virus d'autant plus dangereux qu'il est nouveau et qu'on n'en a pas fait le tour. Mais mon expérience est assez différente parce que je n'ai jamais été aussi actif que depuis que je suis confiné. Et pour moi, Covid est le synonyme plutôt chez moi d'une tranche de vie qui est marquée par un appétit plus affirmé que jamais pour l'échange. Un échange sous des formes multiples avec mon prochain, que ce prochain soit proche ou éloigné, et un temps dominé par un désir de partage. De ce point de vue-là, le silence du temps, pour reprendre l'expression, le titre que tu as donné à cette émission, René, le silence du temps est loin d'être le temps du silence. Je n'ai jamais communiqué autant que depuis que cette crise est apparue. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est que l'état d'urgence et la gestion institutionnelle qui est faite de cette crise se traduit par des restrictions à la mobilité, nous impose des circuits courts, une plus grande sédentarité et moins de mondanité ou de festivité. Mais paradoxalement, ces restrictions sont pour moi une source de convivialité accrue et l'état d'urgence actuel est une de ces périodes où la qualité des échanges l'emporte sur la quantité. Au niveau macro, je dirais, le foyer, entre guillemets, en tant qu'entité de base de la société, est réhabilité en quelque sorte avec ce que le terme de foyer connote de chaleur humaine, de rapports et de liens fondés sur l'affection, sur la compassion, sur la gratuité, sur le don, loin des logiques à somme nulle et des rapports marchands qui structurent habituellement nos existences. Le troisième point, c'est qu'au niveau macro ou au niveau méso, j'observe que malgré tout ce qu'on a pu redouter, le capital social n'a pas été altéré par les mesures de distanciation physique qui ont été prônées au niveau local ou national et qui ont été du reste très inégalement appliquées. Ce capital social n'a pas non plus été altéré par la fermeture des frontières intra- et intercontinentales
Et en aucun cas, ces mesures de distanciation physique ne se sont traduites nulle part, et je suis tenté de dire fort heureusement, par une distanciation sociale qui aurait été redoutable. En fait, en lieu et place de la fermeture et du repli, et du repli plutôt, en lieu et place de l'auto-embastillement auquel a donné lieu le confinement dans certaines situations extrêmes, j'ai senti plutôt la réaffirmation de la solidarité, et c'est un vrai bonheur. Je dirais que ce retour, cette revanche de l'humain sur l'aliénation marchande qui nous faisait subordonner les raisons de vivre aux moyens de vivre. Et quatrième point, et mon dernier point, au moins pour ce premier tour de table, c'est que peut-être qu'on pourra bâtir sur ce retour de l'humain et sur cette vague de vie et en faire les fondements de nouvelles modalités et de nouvelles technologies pour habiter la Terre en commun ou faire humanité, comme disait Suleiman tout à l'heure, et peut-être que passé le moment de la sidération et des réponses désordonnées, nous avons là nous avons dans ce retour de l'humain les bases d'un nouveau monde. En tout cas, il y a là pour moi, et je pense pour tous les prospectivistes, une piste à explorer pour les prochaines années et une matière à réflexion. Voilà ce que je... Merci Paloma. Un appétit pour l'échange, ce qui peut paraître paradoxal par rapport au confinement dans lequel on se trouve, mais ce n'est qu'apparent. C'est évident, ce n'est pas le cas, en particulier quand on vous entend. Donc, c'est à votre tour, Pierre Sané. Quelles sont vos réflexions du moment? Merci beaucoup, René. Moi, le confinement ou le rester chez vous, personnellement, ça ne m'a pas beaucoup dérangé parce que je travaille et je vis dans le même espace, dans le même appartement. J'ai apprécié le silence de la rue parce que j'habite au plateau. J'ai apprécié le fait qu'il n'y ait pas d'embouteillage et j'ai apprécié que je pouvais voir Gorée parce qu'il y avait moins de pollution. Maintenant, ceci étant, chez moi, toute cette période a été traversée par la confusion, par l'incertitude et également un sentiment de nécessaire humilité. La confusion, pour une fois, depuis probablement au moins un siècle, la science a été complètement désarmée. La science ne savait pas, la science ne pouvait pas se mettre d'accord et la science n'avait pas de réponse à la crise. Et je crois que dans la constitution des équipes scientifiques qui ont assisté les différents gouvernements, il y a eu des manquements parce qu'on n'a pas invité les sociologues, les philosophes, les politologues, les anthropologues pour participer à la réflexion en ce qui concerne la riposte. Donc ça, c'était pour moi au niveau de la confusion. L'incertitude, c'est que j'ai vu que tous les gouvernements, pratiquement tous les gouvernements, ont tâtonné et ont mis en avant des stratégies contradictoires. Et je crois que c'est ce qui a créé le problème de confiance avec les populations. Et la nécessaire humilité, c'est que les maux de la société, si je me penche sur le cas particulier du Sénégal, ont été vraiment révélés et les urgences, les véritables urgences chez nous, je pense, ont éclaté à la face de peut-être l'élite qui se cantonne dans ces slogans d'émergence et des investissements de prestige qui ne contribuent en rien au bien-être des populations. Je crois que le gouvernement a été surpris par l'étendue et la profondeur de la pauvreté chez nous. Quand le gouvernement dit « lavez-vous les mains tous les jours avec de l'eau et du savon », 27% de la population rurale n'a pas assez accès à l'eau. On s'est rendu compte aussi de la réalité et du poids
du secteur informel, qui est vraiment le secteur de l'économie qui fait tourner, qui fait marcher ce pays-là avec 80-90% des emplois. On s'est rendu compte aussi de la vacuité, de la prétention à l'émergence, concept creux s'il en est, de la prévalence de la superstition, de l'ignorance, du fatalisme et de l'imaginaire façonné par les guides religieux. Je crois que tout ça, ça doit nous ramener à un peu plus d'humanité, d'humilité, quand on discute les stratégies de développement. Alors, ensuite, la réponse de l'État. Comme je disais tout à l'heure, les États ont tâtonné et c'était plus ou moins normal parce qu'on était face à l'inconnu et surtout avec des prédictions de cataclysmes que nous ont servi les Nations Unies, la Commission économique pour l'Afrique à Addis Abeba, l'OMS ou bien la fondation Bill Gates, dont la femme disait qu'elle prévoyait qu'il y aurait des morts dans les rues, qu'on ne pourrait même plus les ramasser. Alors, face à cette prédiction-là, je crois que les États africains ont un peu paniqué, à part peut-être la Tanzanie, mais beaucoup d'États ont commencé par développer un langage de guerre plutôt qu'un langage de mobilisation sociale. Ils ont cherché le consensus politique plutôt que de chercher le consensus communautaire. Ils ont produit une communication destinée aux élites plutôt qu'une communication destinée aux populations. Ils ont développé une stratégie où toute la population a été traitée en victime potentielle plutôt que de traiter la population en acteurs qui, au sein de leur communauté, sont les mieux à même de lutter contre la propagation du virus. L'État a été prétentieux et a agi comme d'habitude en traitant les populations de victimes et en distribuant des vivres plutôt que d'opérer pour les transferts d'argent à travers le réseau téléphonique. Et quels vivres ils ont choisi de distribuer? Du riz, de l'huile et du sucre. Alors je vous dis bonjour le diabète. Ils ont déclaré l'état d'urgence et un couvre-feu national plutôt que de choisir la responsabilisation et le ciblage des clusters. On a mis la démocratie en vacances alors que c'est le moment où véritablement, parce que c'était un problème politique, la réponse est politique, elle n'est pas uniquement sanitaire, c'est au moment où on a besoin d'un débat contradictoire politique et de transparence. La corruption, on s'est dit l'occasion fait le larron, alors que nous sommes un pays où les larrons transforment toute occasion en opportunité. Alors, maintenant, pour la réponse sur le long terme, on connaît la réponse. On voit déjà émerger des options. Une option, c'est on va pouvoir retourner à la normalité. Le seul problème, c'est quand on va retourner à la normalité. Pour nous, ça veut dire un Sénégal émergent 2.0. L'autre option, c'est, oui, le virus s'est installé, il est là, nous devons apprendre à vivre avec le virus en procédant à des ajustements, distanciation physique, je préfère au mot distanciation sociale, le port du masque, télétravail, renforcement des systèmes de santé et même revenu minimum, c'est-à-dire une normalité ajustée. Je pense que la pandémie est une opportunité pour une transformation en profondeur d'un système qui approfondit le sous-développement, qui produit des inégalités économiques, politiques et qui détruit notre environnement. Et les solutions, on les connaît. Nous savons que ce néolibéralisme nous tue et on ne peut pas continuer dans le même système en changeant les vocabulaires. Les objectifs, c'est de s'assurer que l'on met l'économie au service des populations. En d'autres termes, l'éradication de la pauvreté, l'éradication de l'ignorance, l'éradication des discriminations à l'encontre des femmes et des infrastructures qui mettent en priorité les populations, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et l'Internet partout
et pour tous. Il faut retourner à une politique de développement et cesser avec cette rhétorique d'émergence qui est véritablement un vandalisme structurel. Les moyens, c'est la souveraineté alimentaire. Je crois que ça, c'est clair pour tout le monde. L'industrialisation et la protection des industries naissantes, la souveraineté monétaire et l'intégration régionale. L'action, ça aussi on la connaît, c'est le renforcement de la démocratie participative, sortir de cette constitution de 1958 pour refonder la nation, refonder l'éducation, en finir avec l'impunité dans les affaires de corruption, entreprendre une décentralisation agressive, sortir du CFA et créer une monnaie nationale en attendant d'aller vers une monnaie régionale. Toutes ces solutions-là, on les connaît. Ce sont des solutions qui ont été appliquées ailleurs et qui ont permis aux pays en Asie, etc., de sortir du sous-développement. Mais tant qu'on fera des choix inopportuns qui bénéficient à une petite partie de la population et maintient 80% de la population dans l'ignorance, dans la pauvreté, dans les maladies, le plus petit virus qui viendra à nouveau va immobiliser le pays. Voilà, désolé d'avoir été un peu long. Merci Pierre. Là, vous dessinez carrément tout un programme pour l'après-Covid. À vous tout de suite et Mouga passera après. Alors, je regrette beaucoup vraiment de revenir de façon aussi intempestive dans ce débat extrêmement important et utile. Je salue tous les amis ici réunis. Et ce que j'ai appris avec cette crise, c'est ce que l'histoire m'a toujours enseigné, c'est le relativisme. Quand on est historien, on est obligé de tout relativiser parce qu'on ne peut pas ne pas être dans la comparaison. Et au fond, ce que nous sommes en train de vivre, en dehors de la dimension mondialisée, ce n'est pas nouveau, Bouba l'a dit tout à l'heure. Quand on a connu à travers la réflexion historique la peste au Moyen-Âge, le plus près, la grippe espagnole et d'autres calamités, on peut penser que vraiment ce que nous sommes en train de vivre dépasse l'entendement. Ça dépend simplement des moyens qui existent. Quand on sait, par exemple, que pendant le Moyen-Âge, les lépreux étaient obligés, et ça me fait penser à ces masques, ces distanciations sociales, tout ce que vous voulez, étaient obligés de se munir d'une cloche, surtout la nuit, pour montrer qu'il était lépreux. En dehors de la souffrance physique et morale, il fallait en rajouter justement l'utilisation de cette cloche. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis de l'Afrique, en décidant simplement que les Africains allaient mourir par millions, en décidant après qu'on aura une mort silencieuse, que nous étions complètement démunis face à cette crise. Et contrairement à ce que disait Pierre, ce n'est pas propre au Sénégal, c'est mondial. C'est une crise mondiale, il faudra la traiter comme une crise mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai commencé à me détacher et de plus en plus de la chose matérielle parce que finalement, ce que nous apprend cette crise, c'est qu'il nous faut relativiser et il ne faut pas simplement qu'on se limite à des solutions sur le plan matériel parce qu'il y a d'autres solutions. Et je pense essentiellement à la dimension philosophique, intellectuelle, religieuse, sans nous recentrer sur ce qui fait la différence entre l'être humain et les autres êtres vivants, c'est-à-dire notre capacité de réflexion. Il nous sera extrêmement difficile de nous en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, il est plus que jamais nécessaire, absolument nécessaire, de reprendre le débat et la réflexion là où l'avaient laissé nos aînés.
c'est-à-dire c'est le devenir de l'Afrique et la position de l'Afrique sur le plan géostratégique, ce que nous devons faire et ce que l'Afrique devra faire pour arracher sa position au reste du monde et se positionner par rapport à l'humanité. Vous savez, moi, cette crise m'a beaucoup aidée aujourd'hui parce que je pensais que j'avais assez fait, que je devais m'arrêter un peu dans l'engagement, mais cette crise m'a obligée de me recentrer dans mon engagement, sur mon engagement et au-delà même de l'engagement, d'essayer de faire beaucoup plus et de me battre pour ce continent. Pas seulement pour le Sénégal. Parce que le Sénégal, en tant que pays, lui tout seul, il ne pourra pas s'en sortir. Mais il nous faudra absolument, je suis d'accord avec tous les panafricanistes, peut-être pas ne pas avoir une vision globale de toute l'Afrique, mais essayer au moins de travailler autour des espaces assez organisés, bien réduits pour nous en sortir. Je terminerai cette première intervention simplement en disant que véritablement, je reprends une sourate que j'aime beaucoup dans le Coran, c'est la sourate 104, sur le temps. Peut-être que nous n'avons pas beaucoup de temps pour résoudre tous les problèmes, mais nous avons le temps pour ancrer une vision qui va rester et qui va demeurer pour le devenir de notre société. Et ce que j'ai appris aussi par rapport à cette crise, c'est la fragilité de la société sénégalaise. Et là, il y a absolument un travail à faire. Une société qui défile. Une société, il n'y a pas une vision commune. Une société où les strates qui sont liées au Moyen-Âge sont des strates beaucoup plus importantes. Et la question de la modernité au Sénégal est devenue un problème et cette crise l'a suffisamment montré. Je pense qu'il y a un travail à faire sur notre propre société, sur notre propre jeunesse et cette défiance en permanence que nous retrouvons, on ne pourra absolument rien faire si nous ne réglons pas cette question de la défiance. Alors, c'est vrai, nous ne sommes pas aussi fragiles qu'on le pense, parce que sinon, on ne peut pas surmonter cette crise de cette manière-là, mais il se trouve notre force et comment utiliser cette force pour justement nous positionner par rapport au reste du monde. Je termine simplement en disant qu'une question qui deviendra un sujet important, c'est la question du racisme qui s'est manifesté de différentes manières. Je ne parle pas des événements que nous avons par-ci par-là, mais rien que le fait de dire et de décider que les Africains vont mourir en masse, je pense que ça relève du racisme. Merci. Merci, Penda, toute cette réflexion sur le renforcement de l'engagement, de l'engagement panafricain en général. Tout de suite à vous, Mbougar, qui est le littéraire par excellence du panel, après avoir produit 3 excellents romans que j'espère que, en tout cas, que j'invite tout le monde à lire. Je suis toujours très dithyrambique par rapport à l'extraordinaire livre d'Elgaz, mais les romans de Mbougar sont absolument magnifiques. Je les ai tous lus ces 5-6 derniers mois. À vous, Mbougar. Merci beaucoup, René, et bonjour à toutes et à tous. Merci de m'associer à cette discussion. Alors oui, je disais très rapidement que j'ai plutôt 2 questions, l'une d'ordre politique et puis l'autre plutôt d'un ordre un peu plus philosophique. La question politique, c'est celle qui m'est venue après avoir observé que cette crise en réalité a révélé quelque chose. Il a révélé que nous étions encore extrêmement dépendants de l'action des États et d'une sorte d'État bien particulière qui est l'État-providence. Cela fait un demi-siècle au moins que le néolibéralisme promet à l'État-providence sa mort. Cela fait un demi-siècle qu'on dit que l'État-providence est terminé, qu'il est peut-être le mal absolu, etc. Et là, on s'est retrouvé dans une situation où l'État a eu de nouveau à jouer ce rôle-là très fort d'État-providence. Cela pose une question. D'une part, c'est très rassurant. Il est rassurant de voir que l'État peut encore organiser sur des échelles de territoire très grandes des protocoles sanitaires, quel que soit leur succès, quelle que soit leur efficacité. Et tous les pays du monde, de ce point de vue, tous les pays confinés, presque tous les pays confinés,
ont eu recours à différentes stratégies, comme Pierre Sanet l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est rassurant d'une part, mais de l'autre, je crois que ça interroge aussi très fortement la notion de liberté individuelle, la notion de responsabilité individuelle et le rapport qui peut être fait entre la responsabilité de l'individu, du citoyen et le pouvoir de l'État. Les deux se télescopent encore ici et je crois que c'est une question extrêmement importante que cette crise du coronavirus pose. C'est la question du rapport finalement à la démocratie et au régime de gouvernement que nous souhaitons aujourd'hui. Donc ça, c'est la question politique. Il y a une autre question qui serait plus d'ordre philosophique que je pourrais résumer par cette formule-là, c'est que nous n'avons jamais été, et le doyen Alioune Sall l'a dit tout à l'heure, nous n'avons peut-être jamais été aussi proches aujourd'hui que nous avons été séparés pendant toute cette période. C'est-à-dire que cette crise, finalement, nous a rapprochés en nous séparant, en nous disant que nous étions, pour faire référence à la Bible, chacun le gardien ou la gardienne de notre frère, ou le gardien ou la gardienne de notre sœur, mais elle nous dit aussi que nous sommes les potentiels tueurs de notre frère ou de notre sœur. À partir de là, la question que je pose sur ce problème-là, c'est de savoir que sera notre futur, qui sera un futur réglé sur la distanciation, sur la distance, pour garder, pour préserver la vie. Et là, je songe plus précisément à une société comme celle du Sénégal, par exemple, où l'organisation politique, l'organisation sociale est très fortement fondée sur la proximité, voire la promiscuité. Donc voilà un peu les deux questions sur le plan politique et sur le plan philosophique qui me sont venues. Quant au plan littéraire, malheureusement, je crains de devoir décevoir tout le monde en disant que ça n'a pas changé tellement de choses à ma vie, sauf peut-être ça m'a poussé peut-être à me demander ce qu'était, comment rendre sur le plan littéraire une déréalisation en cours. Le professeur Gagne a dit tout à l'heure, a parlé de l'aliénation, du fait que les choses familières n'étaient plus familières du tout. Ça, c'est une question typiquement littéraire, c'est vrai. Comment rendre compte dans la littérature, par la littérature, d'une déréalisation? Mais je crois que c'est une question encore assez secondaire au stade où nous en sommes. Donc voilà un peu ce que m'inspire cette crise-là. Merci Bouga pour cette réflexion sur le rapport entre individu et pouvoir, et également sur ce qu'éventuellement la littérature peut en quelque sorte nous inspirer dans son rapport entre fiction et réalité, comme le disait Bachir tout à l'heure. C'est au tour maintenant de Marie-Angélique Savané, qui, je crois, est sur la corniche à Dakar. Bonjour à tout le monde, je suis contente de revoir aussi beaucoup de têtes, surtout quand on arrive à la fin, on a vu un peu tout le monde. Alors, sur un plan très personnel, j'avoue que moi, j'ai apprécié, mais vraiment de manière égoïste, ce temps de confinement, parce que je me suis rendu compte que ça fait peut-être plusieurs décennies où jamais je n'avais eu l'occasion de rester 1 mois, 3 semaines, 1 mois chez moi et à tirer tout le bénéfice d'un repos physique d'abord, parce que comme nous sommes du 3e âge, nous sommes confinés très rapidement, et surtout apprécier une vie intérieure beaucoup plus intense que je n'avais jamais pu le faire avant. C'était aussi le carême chrétien, donc tout ce qu'on faisait à l'époque dans les églises, on a été obligé de le faire via les médias sociaux, etc. Franchement, j'ai apprécié et je continue d'apprécier. Deuxièmement, j'avoue que je n'étais pas très surprise parce que je suis beaucoup dans la médecine locale, naturelle et aussi chinoise. Et donc, comme il y a ici au Sénégal une jeune Sénégalaise, docteure en médecine chinoise, elle a suivi ses patients et nous a fait faire des cures d'artémisia bien avant que les gens en parlent depuis le mois de février, et ce qui nous donnait aussi le sens que c'était possible de faire face. Mais dès le départ des discussions que nous avions, elle avait des hypothèses très claires
que l'Afrique ne devrait pas être touchée de la manière dont on en parle, pour des raisons que tout le monde a développées par la suite. Mais ça, on reviendra, on n'a pas beaucoup de temps. Mais l'autre aspect que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je me suis dit, mais quand même, qu'est-ce qui nous arrive? Et je me suis mis à retourner, chercher tous les débats qu'il y a eu, en me disant, c'est vrai que les historiens tout à l'heure ont dit, ce n'est pas nouveau, c'est vrai en tant que crise. Mais cette fois-ci, ça a pris une coloration mondiale qu'on n'a jamais eue. La grippe espagnole à l'époque avait touché très peu l'Afrique parce qu'il n'y avait pas de circulation des êtres, des voitures, etc., des moyens de locomotion. Mais ça, c'est vraiment une crise mondiale. Et je me suis dit, mais au fond, c'était prévisible. Et je suis retournée au premier rapport du Club de Rome, Halte à la croissance, qui est sorti en 1972, où déjà les problèmes qu'on vit aujourd'hui étaient posés. Le Club de Rome avait dit halte à la croissance. Et à l'époque, tout le monde disait comment, c'est pas possible, au contraire, il faut une croissance, une productivité encore plus grande, parce que sans ça, on ne va pas y arriver, etc. Et ce rapport avait suscité des débats sur le plan international qui ont amené à la première conférence mondiale sur la population, puis la série des conférences sur l'environnement, et beaucoup plus tard, les conférences des Nations Unies sur le développement de manière générale, qui ont duré pratiquement jusque dans les années 2000. Alors, je me suis dit, mais voilà des problèmes qui étaient posés. Et ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé un peu plus tard, parce que c'était quand même une crise sanitaire, la conférence d'Alma-Ata, et je me suis remise à regarder. Dès le départ, on avait positionné les problèmes de santé primaire. Et si on avait suivi les recommandations d'Alma-Ata, aujourd'hui, ce genre d'épidémie dont on parlait déjà à l'époque n'aurait pas touché cette pandémie comme elle est mondiale, aurait touché de manière différente l'Afrique en particulier. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, le système des Nations Unies en particulier, ont lancé ces alertes, il va y avoir des morts, etc. Effectivement, parce qu'ils ont bloqué toutes les orientations, les décisions qui avaient été prises 10 ans après à Bamako, ce qu'on appelait l'initiative de Bamako pour les Africains, etc. Et tous les débats sur l'éducation, etc. Et fondamentalement, au fond, c'est un nouveau débat sur le développement. Et ça, je vais paraphraser Penda, ça m'a dopé à mort parce que j'ai dit pendant 50 ans pratiquement, on a parlé dans tous les sens, on a essayé de combattre dans le rapport Nord-Sud ces idées essentielles en disant voilà des problèmes qui touchent l'ensemble du monde, mais le Nord a préféré trouver ses solutions et l'Afrique, on a sombré alors complètement parce qu'on n'était même pas capable de faire autre chose que d'être sous la domination de la banque, du FMI et de la Banque mondiale qui nous ont amené les ajustements structurels, etc. etc. Je n'irai pas dans le débat. Donc, on revient à il n'y a pas de croissance sans développement. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes que nous, on a, ce n'est pas seulement parce qu'on ne meurt pas, mais on n'a pas les équipements. C'est-à-dire, moi, la seule peur que j'ai eue pendant toute cette période, c'est de dire, mais s'il arrive quelque chose, on n'a absolument aucun moyen. Je connais quelqu'un qui vient de sortir de l'hôpital, qui était en réanimation de la COVID et qui me dit, c'est la folie. Moi, j'étais mal, je ne savais plus, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Or, c'était possible de prévoir, etc. Et je me dis, aujourd'hui, je vois des perspectives. Parce que toute une génération nouvelle maintenant est prise par ce débat. On dit, tout le monde dit le néolibéralisme. Mais comment elle s'applique par rapport à l'Afrique? La question de l'état de développement, c'est un débat qu'il faut avoir. Et cette crise, je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure aussi, cette crise nous montre, sans les États, l'Afrique ne s'en sort pas. Sans les États, la France, l'Italie, l'Allemagne et même les États-Unis, il y a eu quelque chose où il a fallu que l'État réémerge et ça va poser de nouvelles démarches, une déconstruction de tout ce qu'on nous a mis dans la tête
le tout pour le privé, le secteur privé, on y va, etc. Les États n'existent plus. Et en Afrique, on a réduit l'État à un néant. L'État ne s'occupe pas vraiment de l'éducation, ne s'occupe pas vraiment de la santé. Et les secteurs productifs dont il s'occupe ne marchent même pas parce qu'il y a corruption, il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. Mais l'autre chose, on a parlé de panafricanisme, ça ressoulève la question de comment l'Afrique va travailler ensemble dans le cadre de ce qu'on appellerait les rapports Sud-Sud. J'ai fait partie de la commission Sud-Sud avec le président Nyerere et en fait, tout ce qu'on dit là, j'ai l'impression que c'est là, c'est écrit. Au fond, c'est la volonté politique qui a toujours manqué. Toutes les solutions à la crise aujourd'hui, en quelque sorte, existent déjà. Maintenant, comment les mettre en pratique, c'est ça la question qu'on soulève. Le départ plus particulier qui m'a touchée personnellement, c'est les discussions qu'on a eues, le rôle de la science et de la technologie, et en particulier, comment régénérer et moderniser les pratiques traditionnelles ou locales en matière de santé. Parce qu'une des réponses que personne ne veut dire, je disais aux gens, mais vous avez du Nîmes devant vos portes, revenez à ce qui nous protégeait naturellement. On n'y pense pas parce que nous tous, on a dénaturé la médecine traditionnelle, je n'aime pas, mais pour que les gens me comprennent, et on ne l'a jamais modernisé. Et on découvre tout d'un coup qu'on a des botanistes, qu'on a des professeurs ici à l'université de Dakar, et on se dit, mais tout ce qu'ils font comme travail, rien n'est connu. Et j'ai suscité d'ailleurs une rencontre en utilisant un ami que je connaissais, je lui ai dit, pourquoi tu n'organises pas une rencontre entre quelques tradipraticiens, des professeurs d'université et ces gens, cette dame en particulier qui est docteur en médecine chinoise, etc. Et pour voir les perspectives. En tout cas, moi, je me dis, on va devoir revenir aux soins de santé primaire. Donc, tout le débat sur la déclaration de Alma-Ata en 72, en 78, on va revenir là-dessus. Les questions de santé primaire, on va y revenir. Mais la question de l'éducation, on a vu qu'on n'avait peut-être pas besoin de structures aussi coûteuses parce que beaucoup d'écoles ont enseigné en ligne. C'est vrai que ce n'est pas adapté à tout le monde, mais c'est au moins une des solutions qu'on peut trouver par rapport à l'encrassement de nos universités, etc. Il y a tellement de réflexions qui sortent, mais pour moi, le débat de fond, c'est la question du développement aujourd'hui en Afrique, au Sénégal en particulier. Et pour ça, il faut revenir à des choses essentielles, croissance avec développement. Croissance avec développement. Le rôle d'un état de développement, qui ne sera pas seulement la providence, mais un état de développement. Et on a des exemples. Si on regarde, c'est peut-être pas parfait, les gens aussi vont me dire la question des droits humains. Mais des choses se passent au Rwanda, des choses se passent en Éthiopie. On a vu en Tanzanie un président qui a osé dire non. Mais même ce qui se passe à Madagascar, que le président dise pourquoi pas, moi je vais essayer quelque chose que j'ai ici. Je ne vais pas attendre qu'on me dise là-bas ce qu'il y a. C'est bon, c'est pas bon, c'est pas grave. Mais la science, elle procède par essai et par erreur. Donc, pour abréger un peu, parce que je crois que tout le monde n'a pas encore parlé, les propositions sont là. Il faut les adapter à 2020. Mais la question de la croissance est encore là. Bon, moi, je préfère dire croissance qu'émergence, parce que pour moi, ça ne veut pas dire la même chose. Je suis d'accord avec ce que disait Pierre tout à l'heure. Mais il y a une réflexion à mener. Alors, le danger, ce serait que nous, Africains, on continue encore à penser en impliquant l'Occident, pas impliqué au sens de passer notre temps à critiquer, ils ont fait. Je m'en fous de ce qu'ils ont fait. Ce que je veux, c'est que nous, on reprenne là où on était, où les gens avaient proposé des solutions qui avaient une certaine viabilité et qu'on réfléchisse comment on va reprendre les soins de santé primaire dans nos différents pays. Parce que j'étais impliquée dans un programme en termes de conseil et je vois, vous allez à Kolda, vous allez à Sédhiou, tous ces coins-là, jusqu'à présent, ils n'ont même pas le minimum qu'il faut. Alors, de quoi parle-t-on? C'est bien beau, on a montré beaucoup de choses, le ministre sort, on voit de grands professeurs,
mais ça s'arrête à Dakar. Et à Dakar, c'est les 3 grands hôpitaux. Merci. Merci Marie-Angélique. Reprendre l'initiative et reposer la question des problèmes des modes de développement, des choix de développement. Ramayad, c'est à vous. Je crois que vous êtes à Paris. Je suis, comme mes 2 camarades, dans les Hauts-de-Seine, dans le sud, à Garches. Un jour, on fera un apéro des Hauts-de-Seine, puisque le confinement nous a amenés ici. Donc oui, merci René pour cette invitation et je suis très contente de partager ce panel en ligne avec d'éminentes personnalités. C'est une grande fierté que d'être parmi eux aujourd'hui. Pour répondre à ta question, écoute, pour moi, d'abord, personnellement, ce confinement, ça a été le temps du repli. C'est vrai, la cessation du bruit, un repli contraint, bien sûr, une cessation contrainte du bruit. Vous l'aurez compris, j'ai pas beaucoup aimé ce confinement-là, parce que c'est comme si nos vies ont été entravées sans sommation du jour au lendemain. On a perdu le contrôle de notre vie. C'est pas que je suis une acharnée du contrôle, mais le fait d'être soudainement contraint, de perdre aussi la notion du temps, où les jours et les nuits se mêlent. Il m'est arrivé de me coucher à 5 heures du matin et de me réveiller à midi. Le mot week-end a perdu son sens, les fériés n'avaient non plus aucune signification. Et puis, surtout, j'ai eu, à un moment donné, un sentiment d'inutilité, en fait, puisqu'une partie de mes activités n'était plus requise du tout, car considérée comme non essentielle. Mais 2 choses. Parmi ces activités, il y en a une, c'est le fait d'enseigner. Et j'ai continué à éduquer, ce qui m'a donné le sentiment que oui, même si tout s'arrête, je sers un petit peu à quelque chose, mais sur le fond de l'éducation. Et ça, c'était chouette parce que c'est chouette qu'il ne me soit resté que cela. Et ça m'a fait penser au Talmud, cette phrase « Le monde ne se maintient que par le souffle des enfants qui étudient ». Et le monde s'est maintenu aussi comme ça. C'était important qu'il y ait ce fil. Et s'ils étudient, c'est que j'étudie aussi. Et là, j'ai pensé à Souleymane Bachir Diagne qui avait dit qu'être enseignant, c'est quelque part, je ne sais plus, c'est continuer un peu à être étudiant. Et ça m'a comblé et ça m'a rempli. En même temps, il y a enseigner. Parce que le matin, j'éduquais ma fille, je faisais l'enseignement à la maison. Et l'après-midi, j'enseignais à mes élèves de Sciences Po. Et je peux vous dire que c'est pas de même nature. Le matin, j'étais une très mauvaise enseignante. L'après-midi, je pense que j'étais plutôt bonne. Comme quoi, les parents font de très mauvais enseignants et c'est bien pour ça qu'on a inventé le précepteur et puis ensuite l'éducation nationale. Ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est que, deuxième leçon, alors il y en a qui font beaucoup qui font l'éloge de la lenteur. Après ça, on va y aller mollo, on va respecter la nature, on va prendre le temps d'observer la vie et tout ça. Bon, moi, ça ne m'a pas du tout envie de donner cette envie-là. J'ai plutôt eu envie de vivre intensément, arrêter de procrastiner. Je me suis dit, bon, parce que j'avais plein de projets avant le confinement et tout s'est arrêté. Donc, je me suis dit, bon, il faut cesser de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Vivre au fond chaque jour comme si c'était le dernier. Et donc, j'ai eu un sentiment d'urgence qui n'est d'ailleurs toujours pas comblé. Ça, c'est une chose personnelle. Ensuite, pour l'humain, là, j'ai eu un sentiment de vertige. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de plaisir au confinement, parce qu'on n'avait aucune idée de la fin de ce confinement. On ne savait pas quand ça allait s'arrêter. Et même si ça allait s'arrêter un jour. Il y a eu une sorte de vertige de cette situation parce qu'il y a eu une absence totale de contrôle de la situation. Je veux dire, on est capable d'envoyer un homme sur Mars, d'envoyer des fusées un peu partout, mais on n'est pas capable de savoir ce qui s'était passé. Et on ne le sait d'ailleurs toujours pas.
On ne sait pas si ça va recommencer, si on va pas se reconfiner. Ce virus-là recèle plein de mystères, il est un peu vicieux. On peut l'avoir et puis ne pas le savoir, contaminer les gens sans le savoir. Quand on croit qu'on en a fini, en fait, on n'en a pas tout à fait fini. C'est pas clair. C'est pas clair. Et au fond, on s'est retrouvé, tout le monde s'est précipité quelque part à cause de ce manque de visibilité. Tout le monde s'est retrouvé à se précipiter vers le monde d'après, à l'imaginer, comme pour se convaincre qu'il y en aura un. Et donc, l'humanité a été conduite ainsi au bord du précipice par l'irresponsabilité de quelques-uns. Dans la même veine, j'ai ressenti évidemment, comme beaucoup, un rétrécissement soudain des frontières de l'humain. C'est la peur qui nous conduit à nous sentir tous également humains à cet instant-là. Mais c'était aussi révélateur d'un fossé. C'est parce que les pays riches ont été touchés par ce sentiment de peur que la fragilité a été globale. Que la fragilité globale s'est imposée à tous. Et ce n'est pas le cas lorsque, par exemple, puisque c'est l'Afrique qui nous réunit, ce n'est pas le cas lorsque c'est la seule Afrique qui est touchée. Je pense à Ebola. Et ça, c'est lié au fait que l'Afrique ne maîtrise pas le récit universel. Donc, ceux qui détiennent l'agenda de la peur sont ceux qui détiennent l'agenda tout court, en fait. Et c'est une leçon pour l'Afrique. Et cette période me rappelle un peu, après les guerres mondiales, quand les tirailleurs ont compris la fragilité du monde colonial à leur retour chez eux. Les leaders politiques ont entamé la lutte coloniale parce qu'ils ont compris dans les tranchées qu'il y avait une fragilité dans le monde colonial et que finalement, il n'était pas si fort que ça. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on arrive un peu dans une période comme ça. On se rappelle cette phrase du député qui avait dit « En vous aidant à vous dégager des bottes hitlériennes, nous avons mordu au pain de la liberté et ne croyez surtout pas que vous pourrez nous en noter le goût. » C'est exactement cette situation où on est. On est à nouveau dans cette situation. L'Afrique a gardé son calme pendant en tout cas du sud des Hauts-de-Seine, c'est l'impression qu'on a eue. L'Afrique a gardé son calme pendant cette pandémie, pendant que les pays riches se volaient les masques entre eux. Et encore une fois, c'est comme si les évolués n'étaient pas tant que ça. Et de ce fait, moi, je pense que pour l'ensemble du monde, je ne crois pas qu'on est au devant d'un monde qui sera meilleur forcément. Je ne crois pas à ça. Je pense que le monde il peut être meilleur que si on décide de le rendre meilleur. Mais sinon, les choses vont dans la mauvaise direction. Des tabous ont sauté. Beaucoup de tabous ont sauté. Le chacun pour soi a triomphé. On a vu des pays fermer leurs frontières avec une rapidité mais qu'on ne connaissait pas, à des pays amis, soi-disant amis. Je parlais tout à l'heure des vols de masques. Et cette situation, au fond, du point de vue de l'Afrique, du point de vue même du sud des Hauts-de-Seine, je pense qu'il est important qu'on pense, qu'on dessine un monde plus pluriel, que le récit ne soit pas à sens unique. Il en faut plusieurs. Il faut sortir du conformisme. Et donc, je crois vraiment que c'est le moment, dans cette crise sanitaire, pour l'Afrique, de reprendre l'initiative politique. Parce que c'est le chaos un peu partout. Hein. C'est un bouleversement géopolitique qui est à court. On ne sait plus qui sera le maître du monde demain, s'il y en aura un. On ne sait pas si les solidarités vont se rétablir. On n'a pas de visibilité. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut reprendre l'initiative politique et peut-être proposer une feuille de route au monde, que finalement le continent qui a été le moins touché puisse proposer une feuille de route, un agenda de rupture pour que nous puissions, au fond, dessiner ce nouveau monde-là sur la base de modèles alternatifs. J'entends qu'ils disent qu'il faut en finir avec le libéralisme. Bon, peut-être, mais les modèles alternatifs peuvent être multiples. Et il ne tient qu'aux hommes et aux femmes, évidemment, de faire la proposition. Où sont les propositions? Où sont les idées? Où sont surtout les initiatives? Tout le monde a écrit sa petite tribune sur le monde d'après, mais où sont les initiatives? Où sont les actes? Du point de vue de l'Afrique, ça me fait penser à cette période toujours d'après-guerre, où on a vu dans les années 50-60 une génération en 10 ans tout faire.
en Afrique. De Nkrumah à Senghor, ils ont tout fait. Le panafricanisme, la francophonie, la négritude, le festival des arts nègres, la décolonisation. En 10 ans, ils ont tout fait. Mais qu'est-ce que notre génération a fait? Quel est le bilan? Cette question est cruelle. Et c'est Fanon qui disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Cette génération-là, qu'a-t-elle décidé de faire? A-t-elle même une mission au regard de ce que je viens de dire par rapport à la génération qui l'a précédée? Donc, il faut avancer aujourd'hui une offre pour réellement changer le cours du monde et ne pas seulement le dénoncer, et surtout que ce changement aille au bout, c'est-à-dire qu'on soit dans des agendas de rupture si on veut vraiment qu'il soit significatif. Donc voilà le sentiment d'urgence qui m'a pris. Manifestement, il n'était pas que pour moi, mais aussi pour le continent mère. Et je ne dis pas ça simplement parce que c'est nous. Je le dis aussi dans un environnement de pays riches, parce qu'eux aussi ont besoin que quelqu'un prenne l'initiative, parce qu'il y a un essoufflement intellectuel, il y a une inertie, il y a une demande, une quête de sens, et peut-être que la réponse peut venir de là. Il faut l'espérer. Merci beaucoup, Rama. On avait dit qu'on allait essayer de tenir en 1 heure. Je crois que ce n'était pas réaliste comme idée. Je crois qu'on est beaucoup trop nombreux pour tenir en 1 heure. Peut-être que les prochaines expériences, on devra avoir moins de monde et peut-être avoir un peu plus de temps. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps maintenant, je vous propose simplement de réagir spontanément, qu'il n'y ait pas un ordre particulier, et d'essayer d'être le plus court que possible, peut-être une dernière intervention pour chacun en ordre dispersé. Je vois les mains de Penda là, mais Penda, tu es en mute, donc on ne vous entend pas, Penda. Je vois que Pierre également veut intervenir. Si c'est possible qu'on ait un véritable colloque, si c'est possible, sur ces questions, et qu'on reprenne justement, comme l'a dit Rama, qu'on propose une initiative à l'Afrique. Vous allez me dire que c'est un peu prétentieux, mais je ne crois pas. Parce que simplement, quand Alioune Diop s'est levé pour lancer toutes ces idées autour de présence africaine, il était tout seul. Et il a réussi. Et nous sommes un groupe aujourd'hui capable, avec différentes expériences, des gens reconnus mondialement et des gens qui sont vraiment respectés partout, pouvons lancer une initiative. D'abord, c'est le rôle historique du Sénégal. Il a toujours été à la base de beaucoup de réflexions et il faut qu'on revienne justement et qu'on reprenne l'initiative. La deuxième chose que je voudrais suggérer par rapport à tout cela, c'est que nous allons nous battre pour imposer à nos dirigeants un certain nombre de choses. Des questions comme l'autosuffisance alimentaire. Marie-Angélique l'a rappelé. Je crois que l'éducation, la santé, Bouba l'a dit, nous devons proposer des alternatives endogènes par rapport à notre devenir. Parce que ces questions de virus qui commencent à apparaître, qui nous dit que dans 5 ans, on n'aura pas d'autres charges? Qui nous dit que dans 10 ans, on n'aura pas d'autres virus qui vont cibler principalement l'Afrique? C'est à nous aujourd'hui de nous réveiller, de nous battre. Et une question fondamentale, cette rupture qu'on a depuis un certain temps entre la société savante et la société politique, il faut mettre ça, un terme à cela. Que ceux qui savent soient au devant de la scène pour diriger l'Afrique, pour faire de l'Afrique un continent en devenir. Mais on ne peut pas laisser notre sort à des politiques qui ont une vision très courte de la réalité. Nous devons être exigeants par rapport à notre leadership. Et si le leadership n'est pas en mesure de nous faire des propositions, il faut qu'on sache ce que notre leadership nous propose en matière justement de transformation sociale. Je pense que le groupe que nous constituons, nous devons avoir une ambition, ne pas nous limiter à cette réunion, mais aller au-delà de cette réunion pour faire
de l'Afrique pour être vraiment un fer de lance de quelque chose qui va faire bouger. Merci. Merci bien, Penda. Pierre? Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Penda dans sa première intervention, où elle a semblé porter le blâme sur la société sénégalaise. Moi, j'ai une lecture différente. J'ai vu le Sénégal pratiquement masqué. J'ai vu dans la rue les gens respecter la distance physique quand c'était possible. J'ai vu pour la première fois dans l'histoire du Sénégal la fermeture des lieux de culte pour un pays de croyants. Ils ont accepté des lieux de culte. Les gens, avec quelques exceptions, bien entendu, ont respecté le couvre-feu et les différentes instructions. Mais effectivement, il y a une défiance et je dirais même qu'aujourd'hui, je sens une colère et un ressentiment au niveau des populations. La défiance au niveau de la société par rapport à l'État, elle est ancienne. Elle date de l'époque coloniale. C'était une défiance par rapport à un État colonial. Et cette défiance continue aujourd'hui parce que l'État n'a pas été décolonisé. Nous avons toujours un État qui enveloppe les populations, un État qui administre, un État qui contrôle, un État qui taxe et qui n'apporte rien en matière d'amélioration de la main-d'œuvre de la population. Une société, pour qu'elle change, elle a besoin d'être guidée. Les transformations sociales doivent être gérées afin de pouvoir contenir les tendances négatives et amplifier les tendances positives. Or, il ne s'agit pas de ça. Il y a une coupure entre la population et les élites, et surtout les élites politiques. Et le comportement des élites politiques ne constitue pas un exemple pour la population. Quand vous avez des élites politiques qui combattent uniquement pour conserver, garder le pouvoir afin de s'enrichir, quel message est-ce qu'on envoie aux populations et est-ce qu'on a le droit de demander à la population un comportement républicain lorsque ceux qui sont au pouvoir n'ont pas de comportement républicain et démocratique? Donc, c'est sur ça que je voulais venir. Moi, au contraire, j'ai apprécié le comportement de la société sénégalaise compte tenu des incertitudes des scientifiques, compte tenu des stratégies contradictoires. Je trouve qu'ils ont été patients et que, d'une certaine manière, malgré la précarité qui s'est ajoutée déjà aux conditions de pauvreté dans lesquelles ils vivent, je suis surpris que les populations ne soient pas descendues dans la rue en masse pour manifester et pour exprimer leur colère et leur mécontentement. Parce qu'en plus de la menace du virus, on les a installés dans une précarité alimentaire, économique, on leur a interdit de voyager, on leur a interdit de se réunir, on leur a interdit de continuer à vivre normalement, alors que le virus, en fait, si on regarde bien, en tout cas en Afrique, le virus n'est pas dangereux. Il y a une confusion qui est faite entre coronavirus d'un côté et Covid-19 de l'autre côté. Coronavirus, c'est un virus. 80% de ceux qui sont infectés ne développent aucun symptôme. 15% ont des maladies légères. Il n'y a que 5% qui constituent des cas graves et le taux de mortalité est inférieur à 1%. Moins que le diabète, le paludisme, les attaques cardiaques, etc., etc. Donc, convaincre une population qu'un virus qui finalement n'est pas chez nous, en tout cas, où nous avons 35 morts en 3 mois, c'est-à-dire le quart des accidents de la route, que ce virus-là mérite qu'on prenne toutes les contraintes qu'on a prises sans se révolter. Moi, je tire mon chapeau à la société sénégalaise. Merci Pierre. Qui d'autre veut intervenir? On essaie de faire court pour terminer d'ici un quart d'heure, 20 minutes max. René, tu m'entends bien?
Elgaz, oui. Oui, moi aussi j'ai des engagements, donc je dirais juste un rapide mot de conclusion. Alors, je me dévoue très légèrement pour avoir le mauvais rôle, mais on a parlé de colloques, on a parlé de révolution, on a parlé d'abondance, de tribunes sur le monde de demain. On a parlé de toutes ces initiatives, mais qui sont vieilles comme le monde. Hein. Si on regarde, Penda l'a dit, la revue Présence africaine, si on regarde l'offre voilà, du Codex RIA, pour rester encore dans le spectre, on va dire, africain, les idées sont là, je veux dire. J'ai même l'impression parfois qu'on est dans des ruines parfois de type un peu circulaire, quoi. Le serpent se mord un peu la queue et on dit toujours la même chose, le procès du néolibéralisme, du libéralisme. Et moi, ce qui me frappe, et encore on a pu l'observer pendant cette crise, c'est qu'il y a une confiscation de la parole, on va dire, des premiers concernés et puis des plus vulnérables. Je n'ai pas beaucoup entendu des citoyens lambda, je n'ai pas beaucoup entendu des gens exposer leurs difficultés. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le confinement est une expérience qui est vécue par beaucoup de gens du fait de leur classe sociale, des difficultés d'ailleurs qu'ils éprouvent dans la vie. J'ai cité les migrants en Libye, j'ai cité aussi les sinistrés du lac Tchad. On nous annonce des périls, on va dire, climatiques, écologiques et tout le reste. Et toutes ces personnes-là sont frappées par ce qu'on a vécu, certes dans des proportions différentes, mais c'est une expérience du confinement, de la difficulté, d'un emprisonnement. Et je pense que l'un des enjeux, c'est que des paroles intellectuelles fortes, des figures intellectuelles fortes, des paroles aussi brillantes, des idées aussi lumineuses puissent toucher la population africaine. Et j'ai l'impression, justement, que ce canal est rompu. Le canal qui lie la parole intellectuelle à ses destinataires, on va dire, évidents et logiques. J'ai l'impression aujourd'hui que beaucoup d'intellectuels sont connus dans de tout petits cercles, les mêmes d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, ceux qui recrutent le plus d'admirateurs et ceux qui sont le plus populaires sont finalement les charlatans qui vendent de l'espoir à pas cher, qui vendent de la religion, parfois du fanatisme, et puis une certaine forme de simplicité. Et donc, j'ai l'impression qu'il faut qu'on réfléchisse sur cette question-là. Pourquoi la parole intellectuelle est aussi inaudible pour beaucoup de gens? Parce qu'on a vu des tribunes, encore une fois, au risque voilà, de reprendre l'ouvrage, voilà, de le nourrir, sans pour autant avoir un seul impact. Alors, ce propos peut paraître parfois un peu populiste, mais je suis peu suspect d'accointance avec les thèses populistes, mais je pense qu'il y a un effort, comme le disait Rama, et sur le coup, j'étais particulièrement d'accord sur le bilan, c'est-à-dire qu'est-ce que notre génération voilà, a pu produire, offrir pour essayer de transformer nettement le bien-être des populations africaines, au lieu d'être toujours dans parfois le ressentiment, la dénonciation, les querelles qui sont parfois éculées et qui sont là depuis la période des indépendances. Et si on arrive à éclater, je veux dire, la discussion hors des cercles savants, cercles initiés, pour être dans des dynamiques un peu plus inclusives, avec ce que ça peut comporter, aussi de conflits et de complétation, il faut qu'on arrive à produire, il me semble, justement rétablir ce cordon entre la parole intellectuelle et ce qu'elle peut représenter pour les populations. Voilà, ça me paraît, il me semble, important pour le crédit et pour l'utilité des intellectuels qui sont dans le continent perçus très, très souvent comme justement les vecteurs de l'aliénation ou du néocolonialisme. Merci Elgaz. Gros sujet qui est discuté pas juste dans cette génération, toutes les générations, tous les 10 ans, tous les ans. La question de la déconnexion entre les élites et les masses, comme on disait à l'époque, la déconnexion entre les sachants, comme aime bien dire souvent Penda, et les autres, c'est un véritable problème. Et je pense qu'effectivement, il est central, mais je ne sais pas si quelqu'un veut réagir ou poser faire une petite intervention, une dernière. OK, Ousmane. Il y a Ousmane, il y a Palo ensuite. On avait un sujet et des personnes ont été choisies en fonction. Si le sujet, c'était de parler de ce que les masses vivent aujourd'hui, moi, je pourrais dire une tonne parce que j'ai beau être confinée, je n'ai jamais autant utilisé d'Orange Money à recevoir des secours de tout le Sénégal
Et aujourd'hui encore, je disais, mais j'en peux plus, parce qu'il faut remplir, il faut remplir. C'est-à-dire, pour nous qui vivons ici au Sénégal, on pourrait faire des heures à parler de ce que les masses vivent aujourd'hui. Et pourquoi d'ailleurs, en partie, le recul, parce qu'on est un pays, je ne sais plus si quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, le secteur informel, c'est plus de 85% de la population qui fonctionne à partir de ça. Donc, il me semble que le sujet, c'est-à-dire que chaque génération, tu l'as dit juste au moment, parce que c'est ce que je voulais dire, chaque génération se pose les problèmes de son temps. Aujourd'hui, le problème, c'est d'abord comment on peut contribuer à trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas plus de gens qui meurent. Parce qu'on a vu, Dakar est devenu assez incontrôlable. Bon, c'est pas facile de faire autrement, mais il y a des difficultés. Les problèmes de communication. Tout le monde a dénoncé la communication actuelle, la communication officielle sur beaucoup de choses, parce qu'ils font comme en France, chaque jour on vient, on nous donne des chiffres, etc. Mais la véritable communication qui consistait à sortir un peu les populations de la peur, parce que la peur existe. Moi, tous les jours, je reçois des coups de fil, des gens te disent, les gens ne savent pas, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de solution réelle. Et il y avait un travail à faire. Et moi, je l'ai dit dès le départ, au moment où le président recevait les gens, j'ai fait une note et j'ai dit, il faut que les religieux, les psychologues surtout, puissent parler aux populations. Parce que les religieux, bon, c'est vrai, quelqu'un m'a répondu, ouais, mais tu sais, on ne peut pas tellement compter sur eux. Mais au moins, on peut choisir ceux parmi eux qui peuvent expliquer aux gens et relativiser la peur qui s'est emparée des gens. Pourquoi on a été, Pierre, pourquoi on a été si respectueux? Les gens ont peur de mourir. Les gens ont eu peur de mourir parce que j'ai eu des cas précis de famille. J'ai eu 3 décès pendant cette période de confinement. En tant que chef de famille, il fallait trouver rapidement des solutions pour, en l'espace de 48 heures, comme on était chrétien, trouver le cercueil pour enterrer les gens avec toutes les complications. Moi, je disais, oh, thank God. Parce que pour une fois, on ne va pas dépenser des centaines de milliers de francs. Il fallait, mais comment canaliser même ça? Aujourd'hui, on vient de me téléphoner, il y a un décès. Comment faire pour y aller? Et la personne me dit, il y a des problèmes réels qu'on aurait pu discuter. Mais je crois que comment dire, ce Zoom n'est pas la plateforme peut-être pour discuter de ça. Et je pense que c'était important qu'on commence aussi à dire nos réflexions propres. Aujourd'hui, il y a des initiatives d'Africains qui essaient de voir comment arriver à relancer le débat sur les choix qu'on doit faire en matière de développement, en matière de gouvernance, etc., sur les nouvelles relations Nord-Sud, parce qu'effectivement, c'était une pandémie, et en tant que tel, le Nord et le Sud, est-ce que ce n'est pas un espace possible pour renégocier beaucoup de choses? On est dans un monde, il faut, je disais à quelqu'un, peut-être qu'on va revenir au débat sur le développement autocentré. Comment on va le faire? Il y a des questions de fond. Ok, merci Marie-Angélique. Ousmane, votre micro est ouvert, vous pouvez y aller. Ok, Marie-Angélique. Ousmane, c'est bon. Écoute, moi je voudrais rebondir un peu sur quelques commentaires qui ont été faits par les uns et les autres et qui tendent un tout petit peu à isoler l'Afrique et à mettre en avant sa singularité et le caractère exceptionnel de sa situation par rapport aux autres parties du monde, etc. Autant je peux comprendre qu'il y a une part de vrai dans ce qui est dit, autant je pense que lorsque l'on veut réfléchir sur ce qui nous rassemble, ce qui peut nous rassembler, cette espèce de tentation d'isoler l'Afrique du reste du monde est contradictoire avec ce qui a été dit auparavant, à savoir que nous avons affaire peut-être à la première crise planétaire. Et donc, dans un contexte comme celui-ci, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons de commun avec les autres parties du monde. Et il se trouve qu'il y a effectivement un concept qui me paraît porteur, qui me paraît intéressant, c'est celui de précariat. C'est un néologisme de la sociologie formé à partir de la précarité et du prolétariat. Aujourd'hui, nous sommes tous dans une situation de précariat et il y a un précariat mondial dont la réalité est manifestée par cette crise. Et cela nous crée des obligations.
Il ne sert donc à rien de vouloir continuer à fonctionner comme si l'Afrique était une espèce de monade isolée, etc. La meilleure preuve de ce que ça n'a pas de sens, c'est que sur les 12 que nous sommes, il y en a 6 d'entre nous, la moitié exactement, confinés en Europe ou en Amérique. Et pourtant, nous avons tous en commun d'être quelque part de l'Afrique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quelque chose de contingent dans l'histoire qu'il ne faut pas perdre de vue. Je crois que quand il est important de se poser des questions sur ce qui a pu se passer, ce qui aurait pu se passer, même si nul n'a l'expérience du possible, le fait demeure que nous sommes aujourd'hui, lorsque nous regardons la réalité, nous sommes aujourd'hui à un point de bifurcation possible, à un point de basculement possible, à un point comme dans une espèce de brèche, à partir de laquelle diverses trajectoires peuvent être envisagées. Et dans des situations comme cela, il ne faut surtout pas se priver de la possibilité d'explorer quels sont les avenirs possibles, en sachant que, et c'est ce qui a été dit par tout le monde, il y a d'un côté des États dont la tentation est, chez qui la tentation est grande de recourir à la violence comme moyen d'expression et comme modalité de gestion de la conflictualité, et d'autre part des sociétés dans lesquelles il y a des modes de régulation dont on aurait tort de penser qu'ils sont tous particulièrement démocratiques. Ce n'est pas le cas. Il y a donc des acteurs et il y a des jeux d'acteurs qu'il faut comprendre et il faut pouvoir faire des hypothèses sur les évolutions possibles dans ces jeux d'acteurs, etc., de manière à formuler d'imaginer un certain nombre de scénarios. Et je crois qu'il est important de le faire. Il ne faut pas attendre que le Covid ait dit son dernier mot. Je crois que c'est Ramayad qui parlait de sentiment d'urgence. Mais souvent, lorsque l'on agit sous le coup de l'urgence, on n'est pas aussi efficace qu'on devrait l'être parce que quand on agit, quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. C'est dès à présent qu'il faut travailler sur des scénarios de sortie, sur des scénarios post-Covid, en sachant qu'il n'y a pas de fatalité historique à laquelle nos sociétés ou à laquelle le monde pourrait ne pas échapper. Il n'y a que des acteurs qui vont pouvoir donner forme au futur par les décisions qu'ils prennent aujourd'hui ou qu'ils ne prennent pas aujourd'hui. Il faut, je pense, essayer de voir quel est l'éventail des futurs possibles, à charge pour les sociétés de choisir dans la gamme de ces avenirs possibles quel est celui ou quels sont ceux qui correspondent le plus aux ambitions et aux moyens du moment. Voilà ce que je voulais dire. Merci Alioune Fall Paloma. Bachir? Oui, je voulais dire, à la suite justement de ce que vient de dire Paloma, que nous devrions éviter aussi d'être simplement des penseurs du particulier. Cette crise, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Nous avons un virus qui a très rapidement fait le tour du monde, c'est-à-dire que ce virus nous a appris que pour lui, la Terre n'est qu'un seul pays. Donc notre réponse, ça va d'abord consister à penser que la Terre, en effet, n'est qu'un seul pays et que quand nous pensons nous-mêmes en termes de réponse, il faut que nous sachions penser la totalité et ne pas simplement toujours nous garder sur notre propre amour africain. Il est certain, et je crois que nous en sommes tous d'accord, qu'un renforcement du panafricanisme sera une réponse que nous autres Africains allons apporter parce qu'il y a une nécessaire mutualisation de nos efforts, il y a une nécessaire accélération à mener de la trajectoire que nous essayons de poursuivre cas un cas un pour aller vers l'unité africaine et il faut que ceci soit un facteur d'accélération. Mais cela dit, si nous voulons décrire globalement la situation, et cela a été dit tout à l'heure, et Ramayad l'a rappelé, l'échec d'un modèle sur lequel nous avons vécu pendant très longtemps se lie en ceci que des pays riches se sont retrouvés en compétition comme des chiens devant un seul os pour avoir des masques. Un lot de masques devait arriver à un pays et puis au moment où, avant que le lot de masques quitte le tarmac, un autre pays arrive en disant « moi j'ai un chèque encore plus gros et vous me le donnez ». Et c'est incroyable, cette réponse totalement fragmentée, totalement parcellaire que l'humanité a menée. Par conséquent, la réponse à mener est une réponse globale et la réflexion que nous menons en tant qu'Africains depuis l'Afrique et selon nos perspectives africaines doivent être évidemment ancrées dans nos réalités, mais toujours viser la totalité. Et viser la totalité, à mon avis, c'est deux choses. Vouloir
et peser de tout notre poids pour que les modèles de développement, qui ne sont pas simplement des modèles de croissance, mais des modèles de développement, soient des modèles de développement construits autour de l'humain et autour de la vie de l'humain. C'est-à-dire que le multilatéralisme en matière de politique sanitaire doit être une réalité dans la géopolitique vers laquelle nous allons. Et sur cette réalité-là, nous devons, nous autres Africains, peser de tout notre poids. Prenons le modèle du respirateur, le symbole du respirateur. Le respirateur est ce qui sauve des vies en ce moment. Quand quelqu'un est en réanimation, on l'aide à respirer au moyen de ces respirateurs et nous savons que nous n'en avons pas assez. Le respirateur, c'est le modèle même de ce qu'est la vie. La vie humaine, ça consiste à inspirer ce qui nous aide à vivre et à expirer ce qui nous empoisonnerait. Et ce modèle du respirateur montre ce que signifie un véritable développement qui ne soit pas mesuré simplement par des taux de croissance. On nous dit vous émergez parce que vous vous approchez de taux de croissance de 2 chiffres. Cela ne sert à rien si le caractère primordial de la vie et de l'humain n'est pas mis au centre de toute notre notion et toute notre intelligence du développement. J'ai aimé ce qu'a dit Ramayad, l'idée qu'il y a une urgence, mais une urgence de vivre. Autrement dit, lorsque nous avons pris pleinement conscience de la vulnérabilité qui est la nôtre, et ceci est la grande leçon de cette crise, nous sentons que la civilisation humaine, parce qu'il y en a une civilisation humaine a été ébranlée dans ses fondements parce que quelque chose d'insidieux s'est attaqué au fondement même de la vie. Et nous découvrons à quel point nous sommes fragiles sur une terre elle-même fragile. Et notre réponse, ça va être de transporter, de traduire notre vulnérabilité et notre précarité et notre fragilité en une véritable force de vivre. Cette force de vivre dont parlait Ramayad tout à l'heure et pour laquelle j'utiliserai même le titre de ce film, une véritable fureur de vivre. Organiser notre existence à venir autour de cette fureur de vivre. Maintenant, une traduction concrète de cela, c'est se battre pour un véritable multilatéralisme. Dire que la Terre n'est qu'un seul pays, c'est vouloir une gouvernance mondiale à repenser de fond en comble et non plus une géopolitique où on aurait par exemple une nouvelle bipolarité du monde avec les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, mais une véritable gouvernance mondiale à penser, un multilatéralisme à penser, pas seulement dans le domaine sanitaire, mais dans tous les domaines possibles et imaginables. Et sur ce chapitre-là, nous devons peser de tout notre poids. Et c'est véritablement les leçons que j'ai retenues de nos échanges. Je m'attendais à être enrichi par nos échanges, je l'ai été au-delà de toutes mes espérances. Et je voudrais vous en remercier, vous René, et en remercier mes amis qui ont participé à ce débat. Merci beaucoup Bachir. Une dernière intervention peut-être? Non? Tu me vois? Comment? Est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y Ousmane. Juste pour dire que je voulais partager la proposition de Rama que la pensée des intellectuels soit plus visible et plus audible, mais qu'il ne faut pas qu'on perde de vue également que désormais la fonction intellectuelle dans une société comme les nôtres n'est pas comparable à ce qu'elle est en Europe. Il faut qu'on soit dans du concret. Je pense qu'il faut qu'on s'adresse, si vous voulez, à nos sociétés et en même temps à nos décideurs. La seconde chose que je veux qu'on mette en parallèle avec ça, c'est le fait que le continent est traversé par de graves crises de stabilité et de sécurité et que son développement n'est pas seulement entravé par le virus qui vient d'en venir, il est traversé par des facteurs de déstabilisation qui ont une longue durée déjà et qu'il faut s'attaquer en premier, je crois, à avoir de la stabilité et de la paix pour pouvoir effectivement avoir de la croissance. Donc, je pense qu'il faut mettre ces deux problèmes en perspective dans nos réflexions. Merci beaucoup Ousmane. Merci à tous les amis. On a été beaucoup plus long que prévu. Je m'en excuse pour tout le monde, mais je crois que c'était particulièrement intéressant. On se dit à très bientôt et bonne fin de confinement. Je crois que tout le monde est en fin de confinement là. Et j'espère que l'engagement, je crois que c'est Penda qui en parlait, l'engagement de toutes les manières, toutes les personnes ici sont tous des gens très engagés dans leur vie de tous les jours, dans leurs activités professionnelles, sociales, engagement politique. C'est bien pour ça qu'on s'est retrouvés tous ensemble ici. En tout cas, merci à tous et à bientôt. Hein. Allez, bye bye. Merci. Bye bye.